Un 2 1 2 1 2 1 2 1 2 c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano Français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on est toujours stable aux alentours de 97 000 dollars. Bitcoin ne veut pas nécessairement descendre plus bas. Beaucoup parlaient d'une correction aux alentours de 30%, fait qu'on allait redescendre à 70 000. Mais encore une fois, comme on se le dit, Bitcoin est toujours stable aux alentours de 97 000 dollars. Et là, on a la longue fin de semaine aux États-Unis avec le Thanksgiving. Donc ça, c'est l'équivalent la grande réception de Noël où la famille vient, on parle de Bitcoin, on parle des investissements et tout ça. Et là, tout le monde aux États-Unis va pouvoir raconter les gains faramineux qu'ils ont faits dans la dernière année. Donc, probablement, moi, ce que je pense, c'est qu'on risque d'avoir justement cette fin de semaine, là, jusqu'à lundi, puis début de fin de semaine, on risque d'avoir un Bitcoin qui va monter aux alentours de 100, 105 000, peut-être même 110 000, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et après ça, bien, on va avoir une correction qui risque d'être un petit peu plus sévère, mais tout ça pour vous dire que dans le fond, le prix est stabilisé. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est deux controverses qu'on a eues encore une fois dans la dernière semaine. Là, Charles Hoskinson a fait encore une fois plein de vidéos. Et là, j'ai même pas fait j'ai même pas encore regardé la revue mensuelle de Cardano qui est sortie hier, jeudi. Mais donc, je vais vous parler des deux gros sujets dans l'écosystème de Cardano avec Bitcoin OS et le stablecoin, la fameuse tragédie qu'il y a eu au niveau du stablecoin de Wyoming, impliquant justement IOHK et bien d'autres crypto-monnaies également. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, comme vous le voyez encore une fois, Bitcoin un petit peu plus bas que 10 000 dollars. Mais ça n'est pas grand-chose parce que on voit que Cardano, encore une fois, lui se démarque bien et reste au-dessus de 1 dollar. Donc, on voit que tout est dans le vert. Même si au niveau de Bitcoin, ça monte pas beaucoup, l'important, c'est que les altcoins soient pas mal dans le vert et soient pas mal en train de remonter. Donc, voyons, pas l'imposition, là, mais en tout cas, les altcoins vont plus vite, montent plus vite que Bitcoin et ça fait plaisir à voir. Donc, comme je vous le disais rapidement, là, on voit que ici, là, on est en train de se refermer dans un triangle ascendant. Donc, évidemment, ce que moi j'entrevois, c'est avoir une montée aux alentours de 105 000, peut-être même 110, mais certains voyaient, bon, 107 en tout cas. Bref, vous voyez qu'on va breaker cette résistance aux alentours de 100 000. À un moment donné, ça va passer comme dans du beurre. Ça risque de rester peut-être et monter un petit peu plus haut, mais après ça, ça risque de redescendre. Redescendre jusque où? On ne sait pas. On peut avoir des niveaux à 93, à 86, à 80. Donc, il va falloir C'est des opportunités qu'on va avoir si jamais on veut justement recharger nos bagues. Au niveau de Cardano, rapidement, ben, vous le voyez, on reste stable aux alentours de 1 dollar. C'est ce qui est important. Et que si on redescend, eh bien, on a différents niveaux où on peut redescendre, là, vous voyez. Mais encore une fois, d'ici la fin de l'année, là, il faut juste se laisser porter par la vague. On a le Santa Raleigh que j'avais oublié, là, qui risque d'arriver parce que là, dans le fond, la recette, comme je vous le disais, là, il reste un dernier ingrédient à notre recette qu'on ne pouvait pas prévoir, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est en janvier, lorsque le président Trump va devenir président, qu'on va avoir Gary Gensler qui va démissionner de la SEC et puis qu'on va avoir l'autre personne qui va arriver, puis on va avoir officiellement Trump qui va arriver au pouvoir. Les choses devraient s'améliorer au moins d'un point de vue économique, si pas social et également politique étrangère et ainsi de suite. Mais donc les choses devraient aller mieux et tout va repartir vers le haut tout au long de 2025. Donc encore une fois, pas grand-chose à faire d'ici la fin de l'année, juste relaxer et regarder le prix de nos crypto-monnaies s'envoler. Alors, pour tomber sur le sujet principal de la vidéo, donc, vous le voyez, là, Charles Hoskinson, là, dans les 4 derniers jours, là, il a sorti des vidéos, des vidéos et des vidéos. Je les ai toutes vues. Je dois les revoir pour comprendre certains éléments techniques, mais je voulais vous en parler parce que il y avait quand même certains éléments pour lesquels je pouvais vous apporter un petit peu d'informations, notamment justement pour ce qui s'est passé avec Wyoming, donc, et la participation justement au projet pour être élu
comme une des blockchains pouvant justement développer un stablecoin de l'État de Wyoming qui pourrait être en compétition avec USDT et USDC. Alors, ce qui est arrivé, c'est que généralement, le gouvernement lorsqu'on est dans quelque chose, dans un secteur qui est un nouveau secteur d'activité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir un RFP, un RFI. RFI, c'est un Request for Information. Et ça, évidemment, je l'ai déjà fait en partenariat même avec IOHK dans le cadre d'un projet ici à Québec. Et dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à différentes compagnies qui évoluent dans le secteur d'activité que ce soit l'intelligence artificielle ou blockchain et ainsi de suite, là. Ils demandent à ces différentes compagnies, eh bien, donnez-nous de l'information par rapport à justement nous, le gouvernement de Wyoming ou le gouvernement de Québec, on veut faire un stablecoin. Donc, voici les différents critères de développement ou voici les différents critères que notre stablecoin, notre système et notre stablecoin doit avoir. Maintenant, prouvez-nous ou donnez-nous de l'information sur ce que votre compagnie peut faire pour créer justement un système avec un stablecoin, une blockchain et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, évidemment, la majorité des crypto-monnaies qui offrent, dans le fond, des fonctionnalités de contrat intelligent pourraient justement répondre à ce besoin-là. Évidemment, Bitcoin, lui, ne peut pas, mais Ethereum, Solana, Cardano, et j'en passe, là, XLM, XRP et ainsi de suite, toutes ces blockchains-là auraient pu répondre à ce RFI, comme on dit. Mais ce qui est arrivé, c'est que suite à des échanges, parce que évidemment le RFI n'est pas arrivé tout de suite, là, apparemment il y a eu 1 an et demi ou 2 ans d'échanges pour savoir, bon ben ok, un stablecoin, ça doit comporter ça, 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 voici comment ce sera stabilisé. Puis il fallait aussi un petit peu plus de clarté de la SEC, évidemment, pour que l'État de Wyoming ne se fasse pas attaquer aussi, là. Et donc, tous ces éléments-là, finalement, ont fait en sorte de dire de justifier que IOHK et Cardano n'a pas été retenu comme blockchain pouvant répondre à ce RFI. Et notamment, ou non, je pense qu'ils ont répondu justement au RFI, donc ont donné certaines informations, mais ils se sont fait disqualifier parce qu'il semble que justement la blockchain Cardano ne contenait pas, encore une fois, de fonctionnalités pour bloquer des actifs et les remplacer. Donc le freeze, cette fonctionnalité que justement beaucoup de personnes n'apprécient pas nécessairement, évidemment, dans l'écosystème des cryptos, lorsqu'on freeze les assets, et évidemment, USDT, USDC, il me semble que je ne suis pas mal sûr que ces cryptos-là ont cette fonction de pouvoir bloquer un wallet et ainsi de suite, parce que, évidemment, ce sont des institutions régulées. Eh bien, les personnes qui, justement, analysaient voyons, le stablecoin pour Wyoming, les différentes personnes qui répondaient justement à ce RFI, les participants, eh bien, ces personnes-là ont décidé que Cardano n'avait pas les fonctionnalités pour justement pouvoir bloquer certains actifs et pouvoir les remplacer et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que Cardano n'avait pas ces fonctionnalités-là? Parce qu'il semble que, évidemment, sur la blockchain Cardano, ces fonctionnalités-là ne soient pas de base disponibles justement au niveau des contrats intelligents et au niveau des différentes fonctionnalités. Mais il semble que d'autres blockchains, comme la blockchain Solana, de ce que j'ai compris, la blockchain Ethereum était choisie, et puis XLM également, Stellar, Lumen a été sélectionné, mais des blockchains comme Cardano, comme XRP et ainsi de suite n'ont pas été sélectionnés. Donc, au niveau de XRP, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi XRP n'a pas été sélectionné, mais ce qui a été pointé par Charles Hoskinson, c'est que ça ne fait pas de sens. Pourquoi? Parce que justement, Stellar vient du code source de XRP. Donc, si la blockchain Stellar vient du code source de XRP, ça veut dire que beaucoup de fonctionnalités sont les mêmes, mais ça se peut que justement Stellar a fait
quelques upgrades que XRP n'a pas fait. Mais tout ce que cela veut dire, ça veut tout simplement dire justement que ces fonctionnalités ne sont pas innées sur la blockchain XRP, mais elles peuvent, la programmation avec les contrats intelligents ou le langage de programmation qui est utilisé pour développer des contrats intelligents sur la blockchain XRP, eh bien, permettrait justement de développer cette fonctionnalité pour pouvoir bloquer des actifs. Et donc, c'est ce qui a interrogé un petit peu Charles Hoskinson, disant que ben, je ne comprends pas pourquoi XRP n'a pas été sélectionné, mais XLM a été sélectionné. Et d'après ce que j'ai compris et d'après ce que a déduit Charles Hoskinson, eh bien, il semble que justement, les personnes qui s'occupent de choisir quelle blockchain va être sélectionnée pour être un participant au projet de stablecoin du gouvernement de l'État du Wyoming, eh bien, ces personnes-là sont proches, encore une fois, de USDT et USDC. Donc, ce sont des personnes qui sont dans ces différents environnements. Pourquoi? Parce que, notamment sur la blockchain Solana, eh bien, il y a ces deux stablecoins qui sont présents. Sur la blockchain Ethereum également. Et XLM, apparemment, il semble que justement ces deux stablecoins soient présents également sur la blockchain XLM. Donc, ce que ça voulait dire, dans le fond, c'est que ils se sont arrangés pour que les blockchains utilisées pour développer ce stablecoin soient des amis, dans le fond, de USDT et USDC et ainsi de suite. Évidemment, il n'y a pas de stablecoin comme USDC et USDT sur Cardano, non plus sur XRP et non plus sur bien d'autres blockchains. Donc, voilà un petit peu. Et malheureusement pour la blockchain Cardano, c'est ce que Charles Hoskinson, dans le fond, s'est dit. Peut-être que je pense qu'il a commencé à comprendre pourquoi ils ont pensé ça. Bien entendu, ils y pensent à tort. Et ça prouve également qu'ils ne comprennent pas vraiment comment les blockchains fonctionnent, et notamment la programmation sur, les blockchains fonctionne. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on va vers des hyperledgers et ainsi de suite, qui sont justement des blockchains qui vont être évidemment des blockchains privées. Ces blockchains-là, eh bien, on peut reproduire les mêmes fonctionnalités que le développement de contrats intelligents sur Ethereum, sur Cardano et ainsi de suite. Sauf que Hyperledger n'est pas une blockchain. Ces fonctionnalités-là ne sont pas innées, ne sont pas des fonctionnalités qu'on peut utiliser directement sur la blockchain en utilisant l'outil Hyperledger. Mais on peut les développer avec le langage de programmation d'Hyperledger pour pouvoir recréer exactement les mêmes fonctionnalités. Mais les mêmes fonctionnalités de native asset sur la blockchain Ethereum, Cardano, on peut les avoir également en utilisant Hyperledger, mais évidemment, il faut développer cette fonctionnalité-là. Même chose pour les contrats intelligents, même chose pour tout le reste. Et c'est ça que il semble que l'État de Wyoming, qui voulait faire son stablecoin, recherchait dans le fond, recherchait des blockchains qui avaient ces fonctionnalités-là, ces standards-là, pour pouvoir les utiliser tels quels au niveau de leur projet de stablecoin. Et c'est ça qui a frustré justement Charles Hoskinson, parce que normalement, dans un RFI, eh bien, la compagnie peut démontrer dans le fond, si jamais le gouvernement dit, ben, moi, je vois pas dans votre documentation que vous êtes capable de faire ça. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Normalement, la compagnie a la possibilité justement de pouvoir démontrer que oui, on est capable de le faire, même si c'est pas une fonctionnalité qui est un standard et qui peut être utilisée directement telle quelle au niveau de la blockchain et des outils. Fait que tout ça pour dire qu'ils vont déterminer si jamais il y a quelque chose de légal ou de illégal là-dedans et tout ça. C'est sûr que ça va. En tout cas, je suis pas sûr que ça va aller beaucoup plus loin que ça. On parlait de recours légal et tout ça, mais je suis pas sûr que ça va aller à ce point-là. Je pense que dans le fond, de toute façon, il y a d'autres opportunités pour la blockchain Cardano. Donc, ce stablecoin-là, ce serait bien s'il arrivait, mais et si jamais Cardano pouvait y participer. Mais sinon, de mon point de vue, bah, c'est pas plus grave que ça. Il y aura d'autres choses sur lesquelles Ioshka peut se concentrer et Cardano, la communauté, peut se concentrer également par rapport à ça.
Sinon, l'autre sujet chaud de la semaine, et ça, c'était un sujet hyper chaud, c'était évidemment Bitcoin OS. Bitcoin OS qui, à la surprise de tout le monde, a décidé justement de lancer son propre token. Et là, j'en ris parce que en tout cas, c'était vraiment une grosse surprise. Et je l'ai vu par hasard voyons, sur X, euh, parce que évidemment, comme tout le monde, je n'étais pas au courant, puis je suivais ça pas tant que ça. Mais on avait évidemment, la semaine dernière, il me semble, on avait été sur leur site, Bitcoin OS, on avait été sur leur site et on n'avait pas vu du tout le fait que Bitcoin OS parlait justement d'un token BOS et tout ça, là. Et à la surprise de tout le monde, ben, le site a été updaté et là, on voit justement Bitcoin OS et la communauté de Cardano est en train de perdre la tête, là. Donc, depuis une semaine, là, Yugo ou Yogo, je ne me rappelle plus de son nom, là, Yago, je pense, là. Yago est en tournée justement dans l'écosystème de Cardano à passer chez tous les YouTubers pour pouvoir expliquer pourquoi il veut sortir justement une blockchain et un token pour pouvoir créer ce lien, dans le fond, entre Bitcoin et Cardano. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Et Charles Hoskinson aussi, justement, a évidemment mis son grain de sel là-dedans parce que je comprends les deux visions. Et évidemment, moi, j'ai une préférence d'avoir un protocole sans token, mais je comprends le fait que, justement, on pourrait avoir un protocole avec un token. Donc, je vous explique ça. Ce que Yago expliquait dans le fond, c'est que avec la découverte, avec l'évolution technologique qu'ils ont mis en place et que Bitcoin aussi a fait de son côté, eh bien, ils ont été en mesure de démontrer que, justement, ils étaient capables d'inscrire une preuve cryptographique mentionnant que, justement, des Bitcoins ont été transférés d'une blockchain à une autre. Je grossis un peu l'affaire là, mais en gros, c'est ça. Donc, on est en mesure de créer une inscription sur la blockchain Bitcoin qui pourrait valider des informations sur une transaction. Évidemment, sur Bitcoin, on ne peut pas faire rouler de contrats intelligents et ainsi de suite, mais au moins, on pourrait déterminer que, regardez, les Bitcoins qui sont là, eh bien, je les bloque au niveau de la blockchain Bitcoin, donc je peux plus les dépenser, les utiliser et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déplacés, parce qu'ils ont été théoriquement pas théoriquement, ils ont été déplacés sur l'autre blockchain. Donc, tant qu'ils sont sur l'autre blockchain, eh bien, sur la blockchain Bitcoin, je ne peux plus les bouger, ces Bitcoins-là. On a une autre version de ces Bitcoins-là sur une autre blockchain. Et après ça, une fois que j'ai terminé ce que je veux faire sur l'autre blockchain, je renvoie une preuve justement au réseau de Bitcoin. Et cette preuve-là peut libérer par la suite ces Bitcoins-là sur la blockchain Bitcoin. Et donc, c'est ça le principe qui a été démontré par Bitcoin OS. Et en plus, avec la facilité que les deux blockchains sont des UTXO et ainsi de suite, là, tout le monde était super emballé. Il a été présenté ça au Cardano Summit et tout le monde était full emballé, super content et ainsi de suite, jusqu'à temps que il précise que, regardez, la mécanique pour pouvoir passer d'une blockchain à une autre, eh bien, moi, ce que je veux faire, c'est mettre en place une blockchain avec mon propre token. Et quand je dis mon propre token, évidemment, ce n'est pas vraiment mon propre token. Par rapport à ça, pourquoi est-ce que justement il choisit dans le fond cette direction-là? Il choisit cette direction-là et pour un Bitcoin maximaliste, j'avoue que c'est très étonnant et même, je ne pense même pas, ça c'est tu sais, on peut même pas dire que c'est un Bitcoin maximaliste parce que c'est un Bitcoin maximaliste qui veut lancer son propre token, ce qui n'a, c'est pas la bonne définition. On peut pas l'appeler Bitcoin maximaliste parce qu'il lance son propre token, donc c'est pas un Bitcoin maximaliste même s'il se décrit lui-même comme un Bitcoin maximaliste. Bref, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il veut mettre en place un réseau. Il veut mettre en place un service qui va pouvoir justement avoir une qualité, qui va pouvoir garantir une qualité de service, qui va pouvoir permettre à des gens justement d'être récompensés pour les travaux qu'ils font, de validation justement d'une transaction, de valider les contrats intelligents, de s'assurer que justement le pont se fasse bien entre les différentes blockchains.
Et évidemment, si on veut mettre en place un service et que les gens soient payés pour ce service-là sans passer par une compagnie, eh bien, évidemment, il doit y avoir une blockchain, il doit y avoir un token qui va prendre de la valeur avec le temps et qui va apporter justement, mais ce token-là ne va pas juste servir de gaz entre justement pour les transactions parce que justement, d'un côté, ils vont payer en Bitcoin, de l'autre côté, ils vont payer en EDO. Ça doit être transparent pour les utilisateurs et en sous-marin, dans le fond, il y aurait ce token-là qui serait utilisé pour récompenser les mineurs et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais tout ça, évidemment, pour que ça fonctionne selon ces critères de qualité-là, donc le critère de qualité, le critère de performance, le critère du côté robuste, dans le fond, de la solution qu'il veut mettre en place, eh bien, pour lui, il veut mettre en place justement une blockchain pour ça. Et de ce point de vue-là, personnellement, je trouve que ce n'est pas très différent de Midnight. Midnight qui est finalement une partner chain qui offre un service justement de, de, de privacy, un service de privacy à différentes autres blockchains, un service justement qui permet de développer des contrats intelligents et d'offrir de nouvelles fonctionnalités à différentes blockchains pour qu'elles puissent interagir notamment avec la blockchain Cardano. Donc, selon moi, ce n'est pas tant différent que ça, justement, au niveau de Midnight que de la blockchain Cardano en termes de principe. On s'entend qu'en termes de fonctionnalité, ben, Midnight va avoir deux tokens et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais selon moi, dans le fond, c'est une blockchain qui va être un pont décentralisé entre justement la blockchain Cardano et la blockchain Bitcoin et bien d'autres blockchains, bien entendu. Sauf que évidemment, mon point de vue, c'est que tout protocole qu'on veut s'assurer qu'il soit un protocole à succès, eh bien, tout protocole, selon moi, ou tout produit ou tout service doit commencer sans token. Donc, mettre en place justement le protocole, s'assurer que le protocole est mis en place et pourquoi lancer justement un autre token alors qu'on a justement Bitcoin qui est là et on a Cardano qui est là également et ces deux protocoles-là, ces deux blockchains-là, sont des blockchains robustes, qui roulent, qui fonctionnent, qui sont prouvés. Donc, pourquoi avoir besoin d'un autre token? Pourquoi ne pas juste offrir le service, justement, et s'assurer que les transactions se fassent indépendamment d'avoir un autre token, justement, entre les deux, un autre intermédiaire. Mais évidemment, tout ça, c'est dans la manière dont on va implémenter, encore une fois, ce service-là. Charles Hoskinson parle de implémenter ce service justement en pluguant le protocole directement au niveau des différents wallets, les wallets blockchain, les wallets Bitcoin. Donc, dans le wallet de Bitcoin, on aurait justement, si tu veux voyons, envoyer une transaction simple de Bitcoin, tu utilises la blockchain Bitcoin et c'est aussi simple que ça. Si tu veux envoyer une transaction pour participer à une application, une dApps DeFi sur la blockchain Cardano, par exemple, à ce moment-là, ben, tu vas pas utiliser la blockchain Bitcoin pour cette transaction-là. Tu vas utiliser un protocole qui va envoyer un contrat, qui va envoyer un signal justement à la blockchain Cardano via un contrat intelligent sur la blockchain Cardano. Et c'est justement cette différente route-là qui va permettre justement d'interagir entre la blockchain Bitcoin et la blockchain Cardano. Donc, évidemment, le principe va être le même. On bloque les bitcoins sur la blockchain Bitcoin. On crée justement un actif synthétique de Bitcoin, un wrap Bitcoin sur la blockchain Cardano. Et là, les Bitcoin maximalistes vont pouvoir investir et payer en Bitcoin, retrouver leur Bitcoin, et, revendre en Bitcoin et ainsi de suite sur la blockchain Bitcoin. Et ce sera évidemment toujours transparent. La différence entre les deux, c'est qu'encore une fois, le Bitcoin maximaliste veut juste voir du Bitcoin, veut rien savoir de Cardano, veut rien savoir de peu importe quelle autre blockchain, peu importe quel autre pont, peu importe. Non, c'est juste, je veux utiliser mes Bitcoins et avoir l'impression que j'utilise la blockchain Bitcoin pour faire mes transactions. That's it. Et donc, c'est là la différence entre justement la proposition de Bitcoin OS qui veut avoir son propre
operating system, son système d'exploitation entre Bitcoin et Cardano, et la proposition de Charles Hoskinson qui dit, moi, mon protocole doit être plugué sur sur les différents wallets pour que justement ces wallets-là décident de participer au DeFi de Cardano avec leur Bitcoin et ainsi de suite. Et pour vous imaginer, parce que parfois c'est plus difficile de s'imaginer évidemment comment ça devrait fonctionner, mais pour s'imaginer, rappelez-vous lorsque vous utilisez Coinbase ou Kraken ou Bitcoin, pas Bitcoin, mais Binance et tout ça, lorsque vous voulez envoyer un token d'un wallet à l'autre, vous pouvez choisir le réseau que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez utiliser le réseau d'Ethereum? Est-ce que vous voulez utiliser le réseau je sais pas, d'un L2 de Ethereum? Est-ce que vous voulez utiliser le Lightning Network? Donc, ce serait exactement la même chose. Lorsque vous êtes sur un wallet, peu importe que ce soit un wallet propriétaire ou un trésor ou peu importe, là, eh bien, vous auriez le choix dans le wallet, justement, d'activer un mode DeFi ou d'activer, justement, le réseau de Cardano. Et à ce moment-là, ben, même si vous utilisez le réseau de Cardano, vous payez en Bitcoin, vous payez vos frais de transaction en Bitcoin. Et puis, lorsque vous êtes dans la dApp, eh bien, vous avez le nombre de Satoshi que vous devez payer pour un NFT ou ainsi de suite. Donc, tout ça est transparent justement pour le Bitcoin maximaliste qui veut rester dans son écosystème. Donc voilà, évidemment, moi, entre les deux, je préfère bien entendu ne pas avoir un autre token. Je préfère bien entendu utiliser soit Bitcoin, soit Cardano, et juste que, dans le fond, le Bitcoin OS, et évidemment, ils ne le feront pas, mais ce que je veux, c'est que la personne se concentre juste sur la partie protocole. Le reste, là, j'ai vraiment aucun intérêt de commencer à mélanger le protocole avec le token, avec justement, est-ce qu'il faut émettre le token et ainsi de suite, puis avoir des ups et des downs. Tout ça, là, c'est juste des problèmes, selon moi, pour toute entreprise. Et je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, là, à toutes les personnes qui veulent faire des projets blockchain ou des services ou peu importe quoi, utilisant des cryptos, là, je leur dis, par ta compagnie, par ton service ou par ton produit, là. Et après ça, une fois que ta blockchain une fois que ton produit va rouler, puis que tu vas avoir des clients et ainsi de suite, après ça, ajoute un token. Et c'est le même conseil que j'aurais donné à Yago. Mais ce qui est drôle un petit peu, ce que je trouve drôle, c'est que justement, Emergo était au courant. La Fondation Cardano était au courant parce que, encore une fois, il est allé au summit pour présenter ça justement à la communauté de Cardano. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ces deux entités-là, justement, savaient voyons, Bitcoin OS voulait mettre en place justement ce pont entre Bitcoin et Cardano, mais ils ne savaient pas que justement il y aurait un token d'inclus là-dedans. Je trouve ça un peu étrange, mais évidemment, c'est le choix c'est le choix de la communauté. Bien entendu, selon moi, j'ai pas de problème, encore une fois, là. Il pourrait sortir son token, on pourrait avoir les deux versions même. Les deux versions pourraient cohabiter. Utiliser Bitcoin OS pour faire des transactions, pour faire le pont et avoir quelque chose de plus natif au niveau entre Bitcoin et Cardano. Les deux solutions sont des solutions viables. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour une version sans token, sans intermédiaire. La majorité de la communauté de Cardano iraient dans la même direction aussi. Mais encore une fois, ils sont libres et évidemment, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre en place justement leur blockchain, leur token et on va voir ce que ça va donner. Le marché va décider si c'est une bonne idée ou non, mais ça reste justement un bon, pas contributeur, mais une bonne publicité, encore une fois, pour la blockchain Cardano, parce que au final, justement, le résultat sera le même. Le résultat sera que, justement, les Bitcoin maximalistes pourront investir, il y aura de la liquidité qui va aller au niveau de la blockchain Cardano et tout ça, et même avec d'autres blockchains comme XRP et ainsi de suite. Donc, je pense que le résultat va être un résultat bullish, peu importe si on a, c'est mieux si on a les deux façons, mais qu'on ait une façon ou une autre, la façon de Bitcoin OS et la façon de Charles Hoskinson et de IOHK, eh bien, dans les deux cas, nous serons gagnants malgré tout.
Alors voilà, je voulais prendre le temps de vous expliquer ça. J'espère que justement c'est plus clair pour vous. De votre côté, vous n'avez rien à faire en tant que tel, là. Bon, si vous décidez d'investir dans Bitcoin US, ben, c'est à vos risques et périls, évidemment. Je dis pas que c'est pas bon ou que c'est bon. Je ferai peut-être même une vidéo présentant dans le fond c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages, est-ce que c'est bon, c'est un bon mot. Mais encore une fois, j'aimerais vous rappeler que certains projets, je les avais jugés comme n'étant pas des super bons projets dans lesquels investir. Et moi-même, j'ai changé mon avis en cours de route. Donc, encore une fois, le mieux, c'est de faire vous-même vos recherches, de prendre vos propres responsabilités. De votre côté, moi, ce que je vous dirais toujours, c'est que Cardano est un très bon investissement. On s'en retourne vers des all-time high plus haut que 3 dollars. Et sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end. À très bientôt. Peace.